Bonjour et bienvenue dans cette interview avec Sandra qui va nous parler de comment vivre mieux son hypersensibilité. Déjà, ça tombe à pic hein, qu'on puisse parler de tout cela à la période de l'année dans laquelle on est, c'est-à-dire à l'approche des fêtes, parce que c'est quand même une période qui est, voilà, il y a plus de mouvements, plus d'agitation. Ça peut être une période plus stressante pour beaucoup de personnes. Et puis, notamment, pour les soignants, ils peuvent avoir peut-être plus de monde dans les services d'urgence ou voilà, plus de personnes qui témoignent un sentiment de mal-être aussi dans les cabinets de thérapie. Donc, on va voir finalement que l'environnement aussi influence beaucoup notre état intérieur et donc notre sensibilité. Donc dans cette interview, eh ben voilà, l'hypersensibilité va être vraiment au cœur de notre sujet. Donc Sandra va nous expliquer plein de choses qui, pour les personnes qui écoutent et qui regardent la vidéo, en fait, ça va vraiment déjà vous donner des réponses si vous vous posez des questions. Ça va vous donner des pistes aussi sur comment mieux vivre avec. Et puis, on va vous parler d'outils qui existent pour vous accompagner. Et enfin, on vous a prévu un petit quiz. Sandra vous a prévu un petit quiz là dans la description sous la vidéo auquel vous pourrez répondre pour voilà, déjà avoir une première idée si vous reconnaissez en tant qu'hypersensible et HPI également. Réjouis d'avoir vos commentaires et puis on répondra aussi à toutes vos questions. Et Sandra, je vais commencer par te présenter aussi auprès des personnes qui ne te connaissent pas encore. Et donc, tu es docteur en épigénétique et tu es coach professionnel. Tu t'es vraiment spécialisé auprès des profils neuroatypiques, notamment les hypersensibles et les HPI. Donc, tu accompagnes les enfants, les adolescents et les adultes. Tu les aides à mieux se comprendre, à valoriser leur singularité et à retrouver leur puissance intérieure. Bon, en résumé, tu les aides à assumer vraiment leurs différences et donc à révéler leur potentiel. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? Bah, effectivement, c'est comme introduction, elle est très très juste. Je Mm. dirais que en plus de l'accompagnement, on va dire sur les étapes que tu as décrites, je fais aussi des bilans en fait qui permettent, dans un premier temps, quand on se pose des questions, de déterminer est-ce que oui ou non ça me concerne. Parce que parfois, bah, on se dit, bah, je ne vais pas me faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans si je ne suis pas concernée. Donc, je vais faire ce bilan-là au préalable. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment les étapes, c'est la compréhension pour, à la fin, en fait, pouvoir affirmer auprès des autres ses différences et d'être bien avec ses singularités. Oui, parce que en fait, ces différences justement hein, que la personne éprouve en tant qu'hypersensible, ça peut être vraiment très difficile à vivre, j'imagine, hein, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous décrire un peu qu'est-ce que c'est cette hypersensibilité? On en parle beaucoup hein, aujourd'hui. Comment est-ce que toi tu en parles? Comment est-ce que tu la décris? Comment est-ce qu'on peut se faire déjà une première idée de l'hypersensibilité? Mm, mm. Effectivement, c'est, on va dire, certains diront c'est des sujets à la mode où tout le monde est hypersensible maintenant, c'est n'importe quoi. Je dirais qu'en fait, pour parler d'hypersensibilité, il faut parler aussi déjà de sensibilité. Et la sensibilité, c'est une caractéristique universelle que tout le monde a. On est finalement tous plus ou moins sensibles. Ce qu'il y a, c'est que cette sensibilité, on va dire que c'est quelque chose où chacun va être au niveau, enfin, c'est un curseur, où on n'est pas c'est pas une coche, c'est pas une case, où t'es sensible, t'es pas sensible, t'es hypersensible ou tu l'es pas.
C'est qu'on a vraiment une échelle où en fait chaque personne va se placer sur ce curseur, comme les variateurs un peu de lumière là qu'on peut avoir. Et du coup, on a des variations d'une personne à l'autre. Et ça va pas être un comportement qui est bon ou mauvais, c'est juste qu'on est tous différents et qu'on se place à un endroit différent de cette échelle. Et finalement, du coup, quand on parle d'hypersensibilité, c'est que sur cette échelle de variation, bah, on va être dans la partie élevée, en fait, de notre échelle. Et ces personnes-là vont vraiment ressentir les choses de façon plus intense, plus profonde. Quand je dis les choses, on parle d'émotions, on parle de captation des sens, donc de tout ce qui est stimulation sensorielle, la vue, le son, l'odorat. Après, ça peut être une, deux ou plusieurs en fait choses, enfin sens qu'on va avoir qui sont hyper développés. Et donc, ce qui est aussi important de noter, c'est que d'être hypersensible, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, Mm, c'est vraiment, c'est pas un défaut, c'est juste une façon qui est différente de percevoir le monde. ouais. Les personnes qui sont hypersensibles, alors qui représentent à peu près 20-30% de la population, parce que, bah, comme je disais, c'est pas un trouble, donc on n'a pas c'est pas un diagnostic où on dit, voilà, tu es hypersensible, c'est, on va faire des bilans où on peut voir un mode de fonctionnement différent. Et j'aime bien dire, en fait, que ces hypersensibles, c'est un peu comme des sentinelles dans le monde. Ils sont là à vraiment capter l'environnement de façon, beaucoup plus subtile, beaucoup plus, intense, comme je disais tout à l'heure. Et vraiment, et l'autre chose qu'on peut avoir, bah, c'est que ce curseur de sensibilité, il peut varier aussi en fonction des moments de notre vie, au niveau de notre état physiologique. Donc si on est plus fatigué, si on est stressé, etc. Même une personne qui est sensible, sans être forcément hypersensible, peut avoir des phases dans sa vie où elle va ressentir plus. Et ça ne voudra pas forcément dire qu'elle est hypersensible puisque une personne qui est hypersensible, elle va l'être. C'est quelque chose qui est inné et qui sera toujours là, en fait. Oui, disons que comme on parlait tout à l'heure, Mm. avec la période des fêtes, justement, où voilà, il peut y avoir des échéances, des bilans de fin d'année, les fêtes de famille aussi, tout ça qui remue beaucoup. À ce moment-là, une personne qui serait pas hypersensible habituellement, elle pourrait quand même être dans cette extra-sensibilité du fait qu'il y ait cette agitation, ces stimulations autour d'elle, en fait. Ouais, tout à fait. Et surtout, bah, là, la période novembre, c'est le mois où il y a le plus de fatigue, le plus de personnes qui sont vraiment en bad mood, on va dire, en état être malade, à pas avoir le moral, etc. Pour X raisons, hein, tout ce qui est luminosité et ambiance, comme tu disais aussi, les échéances qui arrivent, se dire, oh là là, il y a tout ça pour la période des fêtes à organiser. Et ça peut créer effectivement un état d'hypersensibilité, on va dire ponctuel, plus ou moins ponctuel, mais qui voudra pas forcément dire que la personne est hypersensible en tant que telle, quoi. Mais Hmm. on peut avoir, il peut y avoir aussi des événements dans la vie qui font que, on peut aussi être beaucoup plus sensible, je dirais. Mais ce qui est important vraiment, c'est que c'est l'hypersensibilité, la vraie hypersensibilité, on va dire, enfin même s'il n'y a pas de vrai ou de fausse, mais l'hypersensibilité, c'est quelque chose d'inné, comme je disais tout à l'heure, et c'est vraiment lié à un fonctionnement qui est différent. Donc on va avoir le système nerveux, en fait, de ces personnes-là qui est beaucoup plus réactif, qui va beaucoup moins filtrer. Donc au niveau physiologique, en fait, au niveau des IRM, etc., on peut détecter, en fait, ce genre de choses. L'exemple, par exemple, que je donne sur l'hypersensibilité au bruit, par exemple. Donc comme je disais, c'est un curseur. Et il y a des personnes qui sont tellement sensibles au bruit que à l'IRM, ça active la zone de la douleur, exactement la même et aussi fort que quand on pince le doigt de cette personne avec une tenaille. Hmm.
Donc, ce qui, je pense, est important d'intégrer pour les personnes qui se sentent parfois, justement, on a l'impression que les autres disent que t'exagères ou autre. Non, elles exagèrent pas et les autres ne comprennent pas parce qu'en fait, ils vivent pas du tout la même chose en termes de sensibilité. Donc, effectivement, bah là, le bruit, une personne qu'on appelle misophone, elle a une douleur qui est tellement intense, c'est comme si on lui, ben, comme je disais, on lui presse le doigt avec une tenaille. Et une autre personne où c'est pas le cas, ben, elle comprend pas en fait finalement ça. Mhm. Donc Mhm. donc c'est vraiment un fonctionnement différent. Ouais. Mhm. Et donc, finalement, une personne qui est hypersensible, hein, on peut imaginer que toute cette sensibilité l'ouvre à un monde autre, hein, peut-être que les autres ne perçoivent pas, ne ressentent pas. Donc en même temps, ça peut être quelque chose de, voilà, de magnifique à découvrir, mais en même temps, ça peut être aussi très contraignant ou ça peut être vécu aussi comme une faiblesse. Je dirais, est-ce que, enfin, tu nous parlerais, ou tu évoques parfois le fait que ce soit à la fois une force et en même temps une faiblesse. Tout à fait. Ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est que en fait, chaque caractéristique, chaque chose qui nous est propre, c'est comme une pièce. Il y a deux faces. Et c'est un petit peu bah, de quel côté je regarde cette pièce. Et il y a toujours ces deux côtés-là. Ils font partie intégrante de nous. Donc, l'hypersensibilité, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas apprivoisée, etc., on peut la voir que du côté c'est un fardeau, c'est une difficulté, parce que ça me fait une surcharge émotionnelle face aux situations du quotidien où je perds pied, je suis sous l'eau, j'ai une difficulté à, tu vois, on parle souvent d'éponge émotionnelle, par exemple. Donc, à ressentir tellement fort cette empathie qu'on ressent les émotions des autres et elle nous submerge nous aussi. Euh, et du coup, toutes ces choses-là vont nous fatiguer en fait. Ces stimulations sensorielles, émotionnelles, excessives, ça peut fatiguer. Et puis, il y a aussi, donc ça c'est vraiment par rapport à soi, comment est-ce qu'on peut se dire non, ça c'est trop pour moi, c'est un fardeau. Et puis, et puis aussi le rapport aux autres, parce que on a le regard de l'autre qui est là, qui nous dit t'es trop émotive, t'es trop intense, c'est pas bon de montrer ses émotions, c'est un signe de faiblesse. Donc on va avoir bah, ce jugement de l'autre qui fait que pour nous, on le voit comme quelque chose de négatif. Parce que ça vient soulever notamment la peur du rejet, la peur du jugement, la peur d'être exclu, d'être isolé. Parce que si on est différent des autres, peut-être que les autres vont pas vouloir de nous. Et ça va nous pousser à essayer de ressembler aux autres, à nous suradapter voire à se replier sur soi-même. Donc on a un peu les deux champs des possibles. Et finalement, bah, dans les deux cas, qu'on soit en repli ou en suradaptation, il y a un décalage entre qui on est et finalement entre les attentes sociales et qui on est, notre ressenti, etc. Mhm. Donc donc tout ça, ça peut jouer sur le fait de penser que le fait d'être hypersensible, c'est un handicap, je dirais. Il y a même des personnes qui me disent vraiment, je ne veux plus être hypersensible, comment est-ce que je fais pour ne plus l'être? Mhm. Sauf que c'est pas possible, hein. Euh, quand on, quand on a cette caractéristique-là, notamment donc l'hypersensibilité, on ne peut pas l'étouffer, on ne peut pas lutter contre. Et c'est justement quand qu'on essaye de lutter, de combattre ça, que finalement on n'est jamais bien. Mhm. Et c'est vraiment à partir du moment où on va accepter cette part de nous, où on va pouvoir se rendre compte que c'est une force, une richesse, où on va pouvoir s'appuyer dessus. Mhm. Mm. Et justement, par rapport à, tu parlais que ce sont des personnes qui sont souvent très empathiques. Et donc,
ça peut être aussi donc vécu comme une force, hein, l'empathie. Et là, je pense notamment aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire aux personnes qui sont soignantes, qui sont dans la relation d'aide. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que parmi les soignants, parmi les accompagnantes, est-ce qu'il y aurait plus d'hypersensibles? Alors déjà, j'ai pas de statistiques formelles là-dessus, on va dire. Néanmoins, je pense que du fait de ce choix de métier, il y a une proportion, alors c'est totalement empirique, je dirais, au niveau des statistiques, mais une proportion qui est que oui, effectivement, il peut y avoir beaucoup plus d'hypersensibles, dans le sens où les personnes qui sont hypersensibles ont, comme tu l'as dit, cette empathie accrue par rapport aux émotions des autres et qui est vraiment naturelle. C'est inné chez elles. Elles ressentent intuitivement ce que les autres peuvent ressentir, leurs émotions. Elles peuvent ressentir quand ça va pas et être vraiment, du coup, dans leur pleine place pour être accompagnants, soignants avec les autres. Parce qu'elles ont comme je disais tout à l'heure, elles sont un peu des sentinelles, pouvoir voir en fait ces petites choses subtiles que d'autres personnes ne voient pas. Hmm. Tu vois, c'est à la fois au niveau des ressentis émotionnels, mais même au niveau, tu vois, de capter des micro-signaux visuels ou autres qu'elles vont pouvoir sentir et voir des choses, même au niveau un peu de l'énergie. Tu vois, chacun a une fréquence vibratoire et elles peuvent sentir finalement quand elles rentrent dans la pièce s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas, quoi. Hmm. Et ça, c'est un peu une intuition qu'elles ont l'impression d'avoir mais c'est grâce à leur hypersensibilité. C'est normal, c'est un pouvoir qui est vraiment très grand quand on apprend à l'écouter et à l'accepter, je dirais. Mhm. Oui, oui. D'ailleurs, Mm. ça me fait penser, enfin, j'ai eu plusieurs fois hein, des personnes que j'accompagnais qui me disaient, elles ressentaient carrément la douleur de l'autre, la douleur physique. Si quelqu'un avait, je sais pas moi, mal au ventre, mal à une articulation, le simple fait d'être à son contact, elle pouvait ressentir la douleur qu'avait la personne. Donc, c'est assez incroyable quand même. Ouais, bah, carrément, en fait, c'est toujours cette histoire d'hypersensibilité qui fait qu'on est vraiment comme des récepteurs, on va dire, une antenne parabolique à tous ces signaux. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'hypervisualisation. Je sais pas si tu connais. Non? En fait, dans notre cerveau, la partie, tu vois, où quand on voit quelque chose ou qu'on visualise quelque chose dans notre tête, ça va activer la même partie du cerveau au niveau du résultat. Ok, oui. C'est comme les Et il y a neurones des... miroirs un peu? Oui, c'est ça un petit Oui, peu. d'accord. Et du coup, ça fait qu'il y a des personnes, encore une fois, c'est un curseur, toutes ces choses-là. Et en termes de visualisation, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à visualiser. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un de visualiser une image, elle ne la voit pas dans sa tête. Et il y en a d'autres où ils hyper visualisent. Ah, Donc, d'accord. Ah c'est-à-dire oui, ok, je donc, comprends. Ouais. c'est-à-dire que dans leur tête, l'image, elle est vraiment aussi nette et détaillée, voire presque plus parfois, que ce qui est dans le réel. Et donc ces personnes-là, quand elles voient cette image, donc notamment, imaginons mal au ventre ou ces choses-là, bah, ça va activer exactement les mêmes zones du cerveau que si enfin, elles le ressentent vraiment, tu vois, cette Hmm, douleur. Et ça peut arriver que du coup, bah, si elle voit quelqu'un qui tombe et qui se tord la cheville, elle a mal à la cheville. hmm. Mm. Et donc c'est Ben, pas tout le monde, mais ouais, il y en a où c'est le cas, et du coup, de le savoir, ça permet aussi de mieux le gérer, quoi. Mm. oui, oui. Mieux se connaître, hein, mieux se connaître, mieux le gérer. Et puis, peut-être, je me demandais, enfin, c'est vrai que souvent, donc en ce moment, on parle beaucoup d'hypersensibilité et des HPI aussi, des hauts potentiels. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Toi, tu es experte principalement auprès de ces personnes qui ont ce profil-là. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la neuroatypie, peut-être de façon plus Mm, globale aussi? mm. Ouais.
Bah, sur les neuroatypies, donc quand on dit neuroatypie, c'est que le fonctionnement du cerveau est différent des personnes qui sont neurotypiques, on appelle ça. Et donc l'hypersensibilité en fait partie, où on a, comme je te disais, au niveau du système nerveux, une réceptivité qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus intense. Et les HPI, en fait, ça va être aussi au niveau de l'émissivité de pensée qui va être beaucoup plus foisonnante, une vitesse aussi de transfert d'informations qui est beaucoup plus grande. Et les hypersensibles peuvent ou pas, en fait, être aussi HPI. Il n'y a pas de... à ce niveau-là, sachant que quand on a une neuroatypie, on a une probabilité de cumuler d'autres neuroatypies qui est plus importante en termes de probabilité. Donc notamment, bah, l'hypersensible peut cumuler le HPI, le TDAH, tous les troubles 10 aussi, et même le TSA, donc le trouble du syndrome autistique, sachant que le TDAH, le TSA et les troubles 10 sont comme le nom l'indique, sont des troubles, et donc ça sont reconnus, on va dire, au niveau médical. Mais on peut cumuler tout ça. Et ce qu'on sait, ou plutôt de façon empirique aussi, c'est que les personnes qui sont HPI sont toutes hypersensibles. Ah Il n'y a oui. pas forcément d'études formelles qui le disent, mais ce qu'on voit, c'est que il y a, enfin, le fait d'être HPI avec un processeur, on va dire, beaucoup plus rapide et plus intense, etc., c'est aussi de réceptionner les informations de l'extérieur de façon plus intense. Hmm. Et donc, Mm. concrètement, une personne qui est HPI, enfin, qu'est-ce qu'elle peut vivre au quotidien qui peut être vraiment, qui la différencie des autres? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle est plus sujette aux maux de tête, par exemple? Est-ce qu'elle est plus, est-ce qu'elle va moins s'adapter à certaines situations, comme le fait d'être dans une foule? Ou est-ce que, par exemple, c'est un adolescent qui va s'ennuyer en classe? Rapidement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire vraiment sur, ben, voilà, certains traits caractéristiques des personnes qui sont HPI au Mm. quotidien, quoi. Alors après, effectivement, sur les HPI, tu as décrit différentes situations qui sont possibles, puisque un profil comme hypersensible ou HPI, il y a différents types. En fait, on va pas forcément un HPI et un autre HPI peuvent présenter des choses différentes. Néanmoins, en termes de caractéristiques qu'on retrouve, parce que finalement, ce que tu décris, c'est des comportements qui résultent finalement de certaines caractéristiques. Les caractéristiques, c'est le fait de se remettre en question constamment, D'accord, ouais. notamment, d'avoir cette curiosité, d'aller toujours chercher, creuser. Et donc, quand on parle de remise en question, c'est de remettre en question soi-même, mais aussi potentiellement l'ordre établi, les autres, ce qu'on leur demande. Et notamment, enfin, un HPI, il ne peut pas supporter, par exemple, de faire quelque chose qu'il ne comprend pas et encore moins qu'il trouve contraire à la logique. Ah, ouais. Donc par exemple, on imagine bien qu'un HPI salarié à qui on demande de faire une tâche qui est totalement incompréhensible, voire illogique, ça va être très 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 compliqué, quoi. Hmm. Euh, il va remettre en question, essayer de comprendre. Enfin, moi, je sais que quand il y a quelque chose que je comprends pas, je vais poser des questions, pourquoi on fait comme ça, etc. Et pourquoi on fait pas comme ça. Hmm. Quand j'étais petite, on m'appelait Madame Pourquoi. Mais Ah oui. Oui, oui, parce que j'allais aussi te demander finalement qu'est-ce que c'est qui t'a amené ben, à être experte et coach auprès des personnes hypersensibles et HPI. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit bout de ton parcours, de ton histoire? avec plaisir, oui. On va dire, après, moi, j'ai été détectée très très tôt. Donc, j'ai été détectée en fait HPI quand j'avais 5 ans. Parce que, bah, en fait, dans ma famille, tout le monde l'est plus ou moins. Il faut savoir que le HPI, en fait, il y a une grosse part génétique, donc entre 50 et 80%. Et quand un enfant l'est, souvent la fratrie, faut aussi les tester. Et il y a un, voire les deux parents qui présentent aussi une neuroatypie, quoi.
Donc, on va dire que beaucoup de personnes dans ma famille l'étaient, l'est toujours, hein. Néanmoins, en fait, à l'époque, et ça arrive encore, bah, on nous colle cette étiquette, tu es HPI, point. Donc, j'ai grandi en ayant cette connaissance sans savoir quoi en faire. Et on va dire que j'ai eu cette envie d'aller comprendre ce que je vis, pourquoi est-ce que je me pose toujours des questions, pourquoi est-ce que j'ai mon cerveau qui ne s'arrête pas, il a tout le temps des pensées, des idées, ça part dans tous les sens, et même parfois il part tout seul, même quand je veux qu'il s'arrête, quoi et qui t'empêche de dormir la nuit, qui fait que quand t'es ado, tu t'endors à 4 heures du matin parce que t'as pas réussi à arrêter ce hamster qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit, qui se pose des questions sur la vie, sur pourquoi on est là, sur les planètes, enfin bref. Mhm. Il y a différents sujets comme ça qui peuvent être intéressants. Et donc j'ai voulu continuer à creuser. Et puis j'avoue aussi, mes neveux qui présentent aussi, qui sont aussi HPI, ça, et le fait que ça se passe pas super bien à l'école, ça m'a encore fait continuer à creuser, à me dire qu'est-ce qu'on peut faire. L'arrivée de ma fille Mhm. aussi, encore une fois, qui a continué à m'interroger sur moi-même. Et d'ailleurs, quand on parlait de remise en question et de doute, j'ai remis en question et j'ai douté aussi de mon HPI à ce moment-là. Mhm. Même si, voilà. Donc j'ai repassé encore des tests à nouveau. Et, euh, et c'est un peu ce cheminement qui m'a dit, en fait, à un moment donné, euh, j'ai envie d'accompagner d'autres personnes pour qu'elle puisse avoir ces clés que moi j'ai pu identifier, mettre en place au fur et à mesure et tester et éprouver. Parce que tout ce qu'on nous dit au quotidien, toutes les choses qui existent, elles sont pas forcément faites pour nous là, en tant que neuroatypiques. Parce que on est, on va dire, une minorité de la population et la plupart des outils qui existent, des livres et autres, sont faits pour des personnes qui ne sont pas ni hypersensibles ni HPI, quoi. Mm. Oui, donc par rapport à ça, justement, ça peut être des enfants qui sont en difficulté scolaire, par exemple. Non pas Mm. parce qu'ils sont, ils sont, on va dire, bêtes ou qu'ils comprennent rien, mais parce qu'ils ont complètement une autre façon de percevoir les choses, de les ressentir, de les analyser, de les intellectualiser aussi. Peut-être ils peuvent se trouver dans une forme d'échec scolaire, alors que pourtant ils ont tellement de potentiel, quoi. Mm. Tout à fait. Moi, je vois plusieurs profils, tu vois, dans les personnes, dans les enfants que j'accompagne. Alors, il y a le profil type HPI où il réussit très bien en classe parce qu'il a un profil plutôt logico-mathématique, qui est un des types d'intelligence, sachant qu'il y en a plein d'autres. Il y en a 8. Et on a d'autres profils qui, par exemple, où l'hypersensibilité prend le dessus et où tous les stimuli en fait qu'il y a dans la classe, etc., va l'empêcher et inhiber de pouvoir exprimer son potentiel. Et donc, là, je pense à une enfant qui n'arrivait pas à finir en fait ses devoirs ou à se concentrer sur ses devoirs parce qu'en fait, il y avait trop de stimuli autour d'elle. Ou je pense à d'autres enfants qui, par exemple, vont, comme tu l'as dit, être des cancres en classe, entre guillemets, parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils doivent apprendre ça. Ah, voilà. Et une personne qui est HPI, elle ne retient pas quelque chose qu'il faut juste apprendre par cœur pour l'apprendre par cœur. Mhm. Mhm. C'est impossible, enfin c'est impossible. On peut le développer, mais pour un enfant, de façon innée, on va dire, c'est pas du tout logique pour lui, c'est pas du tout naturel. Ouais. Lui, quelque chose qu'il aime, qui le passionne, il va l'apprendre sans l'apprendre. Et c'est très facile, il fait pas d'effort pour le faire. Par contre, si c'est, moi je pense aux tables de multiplication, aux poésies, aux verbes irréguliers en anglais, les dates en histoire, si c'est pas un sujet qui le passionne, il va pas, ça va être très 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 compliqué de l'apprendre, quoi. Et Mhm. donc, potentiellement, dans un système éducatif qui est apprendre par cœur, faire telle ou telle matière à tel moment parce que c'est plus simple pour la classe, c'est pas forcément adapté, quoi. Mhm. Donc Mm. on peut mettre l'étiquette d'un enfant rebelle, d'un enfant casse-pied, etc. Mais en fait,
Tout simplement, c'est parce que voilà, on n'a pas pris le temps de lui expliquer peut-être à quoi ça allait lui servir ou pourquoi on faisait ça. Donc, ouais, ouais. Mm, mm. Ben, ouais, j'espère que voilà, pour les personnes hein, qui regardent la vidéo, que ça va vraiment déjà vous apporter beaucoup d'infos sur comment vous fonctionnez et ça va commencer aussi de peut-être de vous interroger ou d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche. On va juste prendre un petit temps, Sandra, pour parler des outils que tu utilises parce que Oui. peut-être que Mm, mm. justement les personnes qui vont regarder la vidéo vont se demander, mais tiens, finalement, alors comment est-ce que je vais mieux vivre avec mon hypersensibilité ou oui, ma neuroatypie HPI? Donc voilà, rapidement, un petit mot sur les outils. Oui. Alors le premier outil qui pour moi est indispensable, c'est vraiment la montée en conscience. Donc c'est, tu vois, notamment, je parlais du bilan tout à l'heure, c'est de comprendre son propre mode de fonctionnement et d'aller creuser finalement dans les caractéristiques, tu vois, qui sont dans le HPI ou dans l'hypersensibilité, à quoi ça correspond et comment moi je me positionne par rapport à ça. Parce que c'est vraiment la clé, je veux dire, la première base pour nous permettre de nous appuyer dessus pour le déployer comme une force. Après, en termes d'outils, le plus important pour les hypersensibles notamment, c'est apaiser le système nerveux. Parce que les hypersensibles, comme on l'a pu le comprendre là tout au long de notre échange, bah, c'est le fait de tout capter plus, quoi. Et donc, bah, tout capter plus, notre système nerveux, il est à fond les ballons. Et donc, ce que j'aime bien faire comme exercice avec mes coachés, c'est j'ai un réservoir, et ce réservoir, dans ma journée, il va se remplir. Et on sait que pour les hypersensibles, bah, il se remplit 100 fois plus vite qu'une personne qui ne l'est pas. Et donc, bah, c'est comment je vais faire pour qu'il se remplisse moins et comment je vais faire pour qu'il se vide aussi au cours de la journée. Donc, on va pouvoir bah, réguler au niveau émotionnel, donc avec tous ces exercices de reconnexion au corps, notamment. On peut faire de la méditation ou pas. Il y a des personnes qui supportent pas la méditation et ça arrive beaucoup chez les neuroatypiques et c'est OK. Tout ce qui est respiration, des exercices de respiration. Le fait aussi de prendre des moments tu vois, de solitude tout seul pour pouvoir se ressourcer, d'accepter ça parce qu'on a aussi cette société qui, t'as l'impression que quand tu t'isoles, t'es en train je sais pas comment le définir, mais c'est pas OK en fait dans notre société. D'aller prendre du temps dans la nature, de réguler aussi, tu vois, de réduire tous les stimuli quand c'est possible. Alors, je dis pas, t'es pas obligé de vivre dans un caisson où il n'y a pas de son, rien du tout, hein, loin de là. Mais si on pense aux open space au travail ou les hôpitaux où il y a des bip bip partout, ça peut être difficile à vivre en fait, tous ces stimuli. Donc, de pouvoir essayer de prévoir des temps calmes après ou entre, tu vois d'avoir peut-être des bouchons d'oreilles pour certains, de tamiser les lumières quand c'est possible aussi, de prendre des temps en fait où tu vois, dans la journée où tu t'isoles pour redescendre au niveau de son système nerveux. Je pense que tu vas aussi connaître, mais tous les outils psychocorporels qu'on peut utiliser pour justement encore rabaisser au niveau de notre corps. Ça peut être bah, des tapotis, ça peut être des mouvements un peu de croisés, des mouvements, un peu tout ça en fait pour rééquilibrer Ouais, toute cette rééquilibrer intensité, quoi. le système nerveux, en fait, hein, qui est Mm, peut-être mm. dans une forme d'hypervigilance aussi. Hein, Exactement. et voilà, qui est très, très éveillé, toujours en alerte. Hein. Donc oui, ce que j'entends Mm, là dans mm. ce que tu dis, c'est vraiment donner les moyens à la personne de s'apaiser, de revenir à elle. C'est vrai qu'on a vraiment ce point commun aussi hein, dans l'approche psychocorporelle. Donc vraiment de se reconnecter à son corps comme un point d'ancrage, hein. Ramener Mm, mm. l'attention à l'intérieur de soi peut-être, au lieu qu'elle soit diffusée et éparpillée partout à l'extérieur. Ça va être de faciliter
ce retour à soi. Et c'est vrai que pour ça, voilà, je crois qu'on est toutes les deux partisanes hein, de tous ces outils psychocorporels qui Mm. sont en tous les cas hein, souvent très simples, très accessibles et qui ne nécessitent aucun prérequis, aucune Non. expérience. Ouais. Hein, Exactement. En plus, c'est des outils où bah, on peut le faire même en public, pour certains, où personne va s'en rendre compte, ou bien prendre 2 minutes pour aller aux toilettes, pour le faire discrètement. Mais parce que aussi, bah, comme tu l'as dit, quand on se reconnecte à son corps, on va pouvoir bien mieux s'ancrer et moins être une éponge par rapport à l'extérieur. Donc vraiment, c'est mettre des limites, tu vois, je suis pas obligée de ressentir et de capter tout. Donc c'est aussi tous ces outils et d'autres choses, c'est une histoire de comment je peux faire que même s'il y a du bruit autour de moi, je peux me recentrer sur moi pour mettre des limites, des barrières et que je ressente pas tout de façon trop intense mhm, et comment je fais quand c'est trop pour bider aussi, quoi. mhm. Et Donc, il y avait une autre chose, pardon, qui est aussi ultra importante, et j'en ai parlé au tout début, c'est au niveau physique. Parce que bah, si on n'a pas, en fait, au niveau de notre fonctionnement, les nutriments dont on a besoin, enfin notre cerveau, tous les hypersensibles et les neuroatypiques, comme je te disais, au niveau du processeur, ça va très très vite, même la réceptivité, enfin, tu vois, d'utiliser toutes nos connexions comme ça pour sentir l'environnement, bah, ça épuise nos ressources. Donc tout ce qui est oméga, magnésium, enfin tous les nutriments comme ça, c'est ultra important aussi d'être vigilant par rapport à son alimentation, voire de se supplémenter. Et puis après, bon, on a plein d'autres outils que j'utilise moi comme des huiles essentielles pour aussi s'apaiser, quoi. Mm. mhm. Bon, en tous les cas, il y a beaucoup d'outils une variété d'outils pour accompagner ces personnes. Donc surtout, ben, j'ai envie de dire, hein, n'hésitez pas à contacter Sandra aussi pour qu'elle vous en dise plus sur comment elle pourrait vous accompagner. Et puis, vous pouvez nous dire donc en commentaire sous la vidéo si vous vous reconnaissez. S'il y a des choses dont on a parlé avec Sandra qui résonnent, si vous avez des questions aussi, vous pouvez tout simplement nous partager comment vous le vivez, peut-être ce qui vous a aidé également. Enfin voilà, j'ai envie de dire de nous partager un petit peu comment ça se passe pour vous. Et puis surtout, ben, il y a cette proposition de faire le quiz en cliquant le lien donc, qui est dans la description. Et puis comme ça, bah, ça vous donnera déjà une première idée de si vous avez une affinité avec l'hypersensibilité ou en tant qu'HPI, et en sachant que ce n'est pas un diagnostic, hein, parce que ce ne sont pas des troubles, donc ça ne va pas poser de diagnostic, mais ça va déjà vous orienter et peut-être vous donner envie d'aller creuser un peu plus le sujet pour mieux vous connaître, hein, déjà, tout simplement, et puis vous aider à mieux vivre avec au quotidien pour que, bah, comme on l'a dit tout au long de cette interview, que ce soit vraiment une force. Voilà, Mm. que tous ces moments où où vous vous sentez différent, alors différent, vous le serez toujours, mais où vous sentez peut-être que c'est un fardeau ou une faiblesse, bah, justement, que vous appreniez à le transformer en force. Sandra, est-ce que tu as envie de terminer par une phrase, un mot, un conseil Moi, je dirais pour conclure, ce que j'aimerais que les personnes qui se reconnaissent dans ce profil voient, c'est que, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une force et qu'en fait, le fait de cheminer pour l'intégrer et l'accepter, c'est aussi nous permettre de nous affirmer par rapport aux autres et de pouvoir être soi-même, en fait. De façon plus libre. Et ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que ça n'a pas de prix de pouvoir être soi-même et de pas avoir peur d'être soi-même. Ouais.
Oui, pas avoir peur d'être soi. Waouh. Oui, je crois que c'est un magnifique petit mantra pour clôturer notre interview. Donc, merci beaucoup. Sandra, merci pour les personnes qui ont regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas aussi à la partager. Si vous avez des amis autour de vous, des proches qui se posent des questions. Et puis, voilà, encore une fois, tout commentaire ou question sera apprécié. Donc, merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Anne-Laure, pour l'invitation.